Cette semaine dans After, on se retrouve dans l'un des quartiers les plus fréquentés de Bruxelles. Vous l'aurez reconnu, la Grande Place. Tout autour de nous, il y a de nombreuses boutiques souvenirs pour les touristes, mais pas que. Il y a 3 adresses que j'aimerais vous faire découvrir. On ira chez Parpaing, un magasin design durable. On ira aussi goûter la cuisine syrienne de Mohamed chez Baladi. Mais avant ça, allons acheter un agenda. Bah oui, cette saison, c'est la rentrée. Vous venez du monde de l'édition. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir une boutique de papeterie, justement? Oui, j'ai toujours aimé tout ce qui est papier, donc aussi les livres en papier. Quand j'étais petite, par exemple, mon truc préféré à jouer, c'était le bureau. Ah oui, moi aussi. Dans le bureau de mon père, il y avait les espèces de grandes armoires à tiroirs avec tous les dossiers, mettre des tampons, ranger. Je comprends. Ça j'ai toujours eu. Et j'allais à l'étranger et je voyais tous ces produits magnifiques, aussi très fonctionnels, mais en joli. C'est beaucoup plus anglophone, le rapport comme ça à l'agenda. Oui, anglophone et japonais aussi. Oui. Ils ont une grande tradition de papeterie. Ils prennent encore beaucoup de notes. En agenda, ils sont très très forts. Sophie, moi j'ai une fascination pour les agendas. En début d'année, j'ai acheté un agenda. Pour la première fois de ma vie où je devais remplir moi-même les dates, les mois. C'est quelque chose qui vient de plus en plus, ça? Oui, oui, tout à fait. Donc on en a plusieurs et justement c'est bien quand on part par exemple en vacances. On a 2 semaines qu'on remplit rien du tout. Ça permet d'économiser en fait les pages. Oui, oui. Beaucoup de clients utilisent leur agenda sans date pendant peut-être même 1 an et demi. Et aussi cette idée de remplir soi-même, ça fait plaisir. On se met au calme et on remplit à l'aise. Est-ce que c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment? Ça rentre un peu dans... Plus quand j'ai commencé à 6 ans, c'était pas si populaire que ça. Et là, les gens ne comprenaient pas trop. C'est quoi un agenda sans date? Un agenda, c'est avec une date quand même. Donc voilà, oui, en effet, ça prend une tendance. Est-ce qu'on peut parler du nom de la boutique? Mopelito Paperito. J'ai l'impression qu'on jette un sort quand on le dit. Oui, oui. Le surnom que ma sœur donne à moi, depuis que je suis toute petite, c'est Mofo. Et je voulais quelque chose, le nom pour ma boutique, quelque chose avec papier, mais on est à Bruxelles. Moi, je suis néerlandophone. Trop au sens propre, je ne voulais pas. Et donc, j'ai tout simplement inventé Mopelito Paperito, et ça ne veut rien dire. Pour moi, le quartier, un mix, un mélange de gens qu'on trouve nulle part à Bruxelles, dans le sens qu'il y a des touristes, tout type de touristes. Il y a des hommes d'affaires, il y a les navetteurs qui prennent le train. Il y a aussi pas mal de gens qui vivent ici, on oublie, mais donc les gens du quartier. La plupart de mes clients, c'est quand même des réguliers. Et puis, parmi les touristes aussi, je vois une tendance à des gens qui sont des fans de papeterie comme moi, qui recherchent à l'avance et qui vont à Bruxelles. Et c'est comme moi je fais quand je suis quelque part. Papeterie, Bruxelles, OK, on y va. Et en plus, on est à côté de la gare, donc sûrement ils vont voir la Grande Place.
Corentin, on est assis dans un escalier jaune, c'est la couleur de votre magasin partant. Ouais, en fait quand on a ouvert l'escalier était jaune et c'est pour ça qu'on a choisi de tout repeindre ailleurs en jaune. Ah c'est pas vrai, c'est pas vous qui l'aviez peint en fait. Pas celui-là, et en fait on a décidé de le prendre, cette couleur-là par rapport à cet escalier-là. Ça vous a donné l'inspiration pour toute l'identité du magasin? Ouais, ça et le béton, du coup c'est pour ça qu'on s'appelle Parpaing, parce qu'on a vu du béton, on était au milieu du centre-ville. On fait du design durable, donc c'est soit des objets qui sont recyclés, faits de manière artisanale, ou fair trade. On essaye de rester le plus possible en Europe, mais on ne s'est pas bloqué non plus. Par exemple, on a des paniers qui viennent du Kenya parce qu'ils sont tout faits à la main et que c'est des produits fair trade. Mais généralement, on essaye de rester en Europe. En ce moment, on est autour de 20 à 25 créateurs marques. Okay. Donc, ça part du petit créateur artisanal bruxellois, il y a des plus grosses marques suédoises, par exemple. Et on tourne toujours autour d'une vingtaine, d'une trentaine de marques, dont la nôtre. C'est des coups de cœur, c'est des choses qui nous parlent. Donc, il y a d'abord l'initiative durable, donc on va quand même regarder comment c'est fabriqué, par qui et où. Et puis après, il faut que ce soit coloré, fun et que ça catch, parce que en fait, tout ce qui est ici pourrait être chez nous. On a des tasses à café faites en marc de café recyclé, on a des dessous de verre faits en coquillage, en coquille de moule, d'huîtres et de coquille Saint-Jacques. On a une bruxelloise qui fait des planches à découper en bouchons en plastique. En fait, vous êtes un magasin dans un papier cadeau jaune. C'est là qu'il faut venir si on a une petite idée ou bien justement on manque d'idées pour faire un petit cadeau. Ouais, on vise ça, on vise vraiment le chouette cadeau écologique et durable. En termes de gamme de prix, on se situe où pour les produits? Je pense qu'on est moyen. On est moyen plus sur certains produits. Après, on a des petites gammes de bijoux, par exemple, qui tournent autour de 8-10 €. Donc, on reste raisonnable parce qu'on a une clientèle touristique qui n'a pas forcément envie d'exploser son budget à bruxellois. Mais après, on peut monter autour de 300 € pour des belles pièces de luminaires. On a des très beaux paniers tissés à la main. Mais au panier moyen, on est autour de 20-30 €. Je sais pas vous, mais toutes ces découvertes, moi, ont bien ouvert l'appétit. On est dans un quartier où les restos ne manquent pas, mais il y en a un en particulier que j'aimerais vous faire découvrir. C'est au coin de la rue. Baladi, ça veut dire mon pays. Mais en Syrie, on utilise pour quelque chose d'original. Par exemple, quand on va dire pour l'huile d'olive, Baladi, ça veut dire l'huile d'olive originale, elle vient de, comme ici on dit bio-organique comme ça. En Syrie, on dit Baladi. حطيت أنا عمي فيجيتاريان حلومي حبيت عليه حلومي On a commencé pour faire les choses véganes, végétariennes, parce qu'en Syrie, on utilise pour les légumes, tout ça, donc on essaie de préférer, c'est le falafel, choufleur, halloumi, tout ça. Donc on a mis tout ça dans l'assiette végétarienne. Il y a 3 salades, il y a 2 dips, il y a légumes grillés, il y a du riz au boulgour. On va cuire comme ma mère, elle cuit quelque chose, pas comme un snack, pas comme un restaurant. Les choses si tu manges à la maison, tu vas manger ici. On est quand même dans une cuisine très traditionnelle syrienne avec une ambiance qui est très chaleureuse, très instagrammable finalement. C'est un mélange des deux que vous avez voulu? Oui, ça c'était un parti pris dès le début. Donc moi j'ai dit, ça fait longtemps que je faisais tous les restos syriens de Bruxelles avec Momo et je disais c'est quand même dommage que cette nourriture-là, elle reste dans finalement un cercle assez communautaire parce que c'est des aspects snacks où justement il n'y a pas beaucoup d'attention qui est mise sur les décors et moi j'ai dit, je sais que
en Belgique, les gens vont être attirés par ça. Donc autant faire un décor super, attirer les gens et après leur donner aussi la super nourriture. Il y a d'autres restaurants de cuisine syrienne à Bruxelles. Qu'est-ce qui fait la particularité ici de Baladi? En fait, il y a beaucoup de restaurants syriens en Bruxelles, mais les gens ont peur de dire on est un restaurant syrien. Quand on a ouvert le restaurant, c'était 6 mois, 7 mois, il n'y a pas de clients chez nous parce qu'on a dit on est restaurant syrien. Les trucs comme ça, le restaurant, on dit on est un restaurant libanais. Parce que tu connais les restaurants libanais, donc les travailleurs ils sont syriens, les propriétaires ils sont syriens, tous les nourritures ils sont syriens, ils disent on est libanais. À cause de ça, on ouvre aujourd'hui, demain on travaille. Nous on a refusé pour dire ça, parce que si on est syrien, on est syrien. On a beaucoup de retours sur la nourriture où il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent « Ah, on ne s'attendait pas à bien manger. » Oui, ça cool. Je pense que ça, c'est beaucoup le quartier qui fait que c'est à mauvaise réputation, donc les gens sont contents. En 2 ans, on a créé vraiment un lien avec les gens, on a beaucoup d'habitués, et même nous, ça nous surprend. Et donc cette prochaine, c'est des gens qu'on voit tout le temps, qui sont quelque part attachés à ce resto. Il y a des samedis soirs où on se retrouve, on regarde le resto qui est plein, c'est quand même fou. Vraiment, c'est une aventure un peu folle quand même. C'est déjà la fin de cette émission After. J'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles adresses aux alentours de la Grand Place, de quoi voir et profiter du centre-ville autrement. À très vite.